Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Karine, merci de me recevoir à la Maison régionale de l'eau, à Barjol, dans la Provence verte. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci François, à toi d'être là. Non, moi je suis très content d'être là. Le sujet de l'eau est un sujet d'actualité. On s'est rencontrés justement à l'occasion d'une présentation que tu as faite il y a quelques mois à Brignoles pour le collectif Nous. Mm-hmm. Et puis il y a une quinzaine de jours avec mon papa, on a été au Festival de la Terre au Val et à Corrence. Et on a eu justement pu écouter différentes personnes, différents intervenants sur la thématique de l'eau. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Karine Viciana, je suis aujourd'hui directrice de la Maison régionale de l'eau, donc une association dans laquelle je suis salariée maintenant depuis 30 ans cette année. Wow. Ouais. Quel engagement ? C'est rare, mais ça a été une association où il y avait tout à faire au départ, quand je suis arrivée en 93. Une association qui démarrait avec déjà une volonté de continuer à comprendre comment les rivières et nos écosystèmes aquatiques fonctionnaient, mais surtout cette volonté de démocratiser les savoirs pour qu'ils ne restent pas confinés que chez des experts ou dans des rapports, des thèses, mais les mettre à disposition du plus grand nombre pour que tout un chacun puisse comprendre son environnement, comprendre les enjeux liés à l'eau. Et c'est cette partie donc de formation, sensibilisation, éducation à l'eau que l'on a développée depuis 30 ans à la Maison régionale de l'eau auprès de tout un tas de cibles sur de multiples territoires et sur lesquels c'est toujours aussi passionnant de travailler aujourd'hui. Super, bravo. Et puis là, en préparant cette émission, j'ai pu voir aussi les différents outils. Il y a une diversité. Je veux dire, tout à l'heure, tu m'as montré une exposition, pour être plus exact. Tu m'as montré aussi du photolangage, etc. Vous utilisez toute une palette d'outils, justement, pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre autour de la thématique de l'eau ? Bien sûr, pour nous, l'objectif, si on veut toucher le plus de monde, il faut actionner le plus de leviers possible. On a tous des sensibilités différentes, on a tous des choses qui nous animent plus que d'autres. Donc, pour nous, en fonction des différents publics, on va mettre en place une multitude d'outils. Donc, ces outils, ça va être, je dirais, en premier lieu, le terrain. Comment on se reconnecte aujourd'hui à la nature, comment on se réapproprie nos rivières et rien de mieux que l'immersion. Donc on va choisir d'amener des groupes au bord de l'eau, leur apprendre à regarder une rivière différemment, leur permettre de faire également de la lecture d'habitat, de regarder cette forêt rivulaire, cette ripisylve autour pour comprendre les rôles directs entre la végétation et le cours d'eau, l'observation in situ, pour nous reste quand même le meilleur des outils. Mais effectivement, on ne peut pas amener tous les publics au bord de l'eau. On n'a pas non plus tout le temps, selon les territoires, des lieux qui nous permettent de voir une rivière qui fonctionne bien. Donc pour ça, on a besoin d'adapter.
d'autres types d'outils. Ça passe par de l'exposition, comme tu l'as vu, de l'exposition qui peut être des kakémonos, comme aujourd'hui, des hologrammes, des projections holographiques, qui peut être de la réalité virtuelle également qu'on a exploré. Mais il y a également des outils d'éducation à l'eau où on fait des cahiers pédagogiques pour les élèves, pour les enseignants, pour les autonomiser sur les enjeux aussi, pour tous ceux qui voudraient travailler sur l'eau. Puis on a ensuite des outils pour mieux animer la concertation autour des enjeux liés à l'eau. Et tu évoquais le photolangage, donc que l'on a développé avec Claire Bellil, donc sociologue qui a inventé cette méthode-là. Donc des outils pour mieux discuter, mieux se concerter, mieux co-construire ensemble des vrais projets de territoire durables vis-à-vis de la ressource en eau. Alors l'eau aujourd'hui devient un sujet assez important et qui vraiment par rapport à la précarité, mais aussi les moyens, et imaginer les moyens de pouvoir préserver l'eau. L'année dernière, je crois qu'il y avait à peu près 700 communes en France qui se sont retrouvées l'été dernier sans eau au robinet, ce qui était une grande première et un choc pour certains. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors, c'est vrai que depuis plus d'un an et demi maintenant, on vit une situation qui est très très compliquée. On est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région où on connaît effectivement ce que c'est une sécheresse estivale, parce que notre climat a fait qu'on n'avait régulièrement pas de pluviométrie l'été. Sauf qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, ce sont des périodes de sécheresse de plus en plus longues, de plus en plus intenses et de plus en plus récurrentes. Aujourd'hui, on ne parle plus que de sécheresse estivale, mais on parle de sécheresse hivernale. C'est-à-dire que avant nos milieux, sur juillet et août, c'est vrai, voyaient une baisse de leur débit, mais généralement, ils coulaient suffisamment en amont, plus en avant, parce qu'on avait eu cette pluviométrie d'été, cette pluviométrie printanière qui faisait que les rivières coulaient, puis elles réduisaient leur débit en été, et puis à nouveau, avec les orages d'automne, la rivière se remettait en eau. Sauf qu'aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, c'est plus du tout ça le cycle. Les rivières ont commencé à s'assécher très très tôt. On n'a pas eu de pluviométrie à l'automne 2022, comme on n'a pas eu de pluviométrie au printemps 2023. Et sans la pluviométrie qui va alimenter nos nappes souterraines quand l'eau va s'infiltrer, qui va alimenter nos rivières aussi quand ces sources vont se mettre en eau, quand l'eau va couler dans nos paysages, mais toute cette eau, on ne l'a pas. Et ça pose des problématiques. Ça pose des problématiques à la fois pour les activités humaines, comme tu le disais, où on est vraiment tous très attachés à l'eau, et sans eau, pas de développement d'activités économiques, pas possibilité d'usage domestique non plus chez nous, donc ça va être très très compliqué, et ça l'est d'autant plus pour nos milieux aquatiques qui subissent des assecs très 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 longs sur lesquels la faune n'est pas adaptée à vivre aussi longtemps sans eau. Alors justement, quel est l'impact sur le vivant, sur la biodiversité ? Est-ce que ça veut dire que plus d'espèces sont menacées ? Ça veut dire que la végétation est impactée aussi ? Ça veut dire aussi peut-être que tout ce qui est du côté agricole aussi, alimentation, tout ça. Enfin bref, il y a une cascade d'effets. Quels sont-ils ? Toute la cascade d'effets du Padeau. Donc, c'est quoi la cascade d'effets du Padeau ? Alors déjà, une rivière qui coule plus. On a des espèces qui sont
inféodés strictement au milieu aquatique, hein, les espèces aquatiques. Des poissons, ça a besoin d'eau, des crustacés, ça a besoin d'eau, des mollusques, ça a besoin d'eau. Donc sur des périodes où il va y avoir des ruptures d'écoulement qui vont être sur de très très longs mois, pour ces animaux-là, ça veut dire la mort. Ça veut dire que sinon ils vont se réfugier dans des trous d'eau, parce que quand certains tronçons sont à sec, d'autres peuvent rester, hein. Ces tronçons qu'on appelle des mouilles un peu plus profonds peuvent rester en eau, donc là il va y avoir tous les animaux qui vont se réfugier à cet endroit-là. Ça va devenir problématique parce que c'est une concurrence sur l'espace, mais également une concurrence sur l'oxygène, parce que forcément ces eaux-là vont avoir tendance à se réchauffer, donc à perdre de l'oxygène, avec une colonisation plus ou moins importante de différentes espèces. Ça veut dire que les animaux qui sont les plus sensibles aux conditions du milieu très exigeant en oxygène, etc., qu'on retrouve, donc c'est les plus polluosensibles, eux vont être amenés à disparaître. Et on va retrouver des animaux qui sont plutôt des polluo-résistants, habitués à vivre dans des eaux plus chaudes, moins oxygénées, et donc on va perdre énormément de notre patrimoine et de notre biodiversité. Et puis après, il y a les usages. Il y a les usages qui vont accentuer aussi ces déficits dans les rivières. Pourquoi ? Parce que ces usages vont prélever dans des milieux aquatiques, vont prélever dans des nappes d'eau souterraines, ces nappes d'eau souterraines qui sont très importantes pour nos rivières, hein, parce que elles vont être ce qu'on appelle des soutiens d'étiage. Ces nappes, quand elles sont au contact des cours d'eau, l'été, vont contribuer à faire des apports d'eau fraîche et bien oxygénée, donc indispensables. Mais si ces nappes ont été trop prélevées, elles vont avoir un niveau piézo très très bas, et donc elles vont plus être connectées à la nappe et vont plus redonner suffisamment d'eau à nos rivières. Donc ces usages qui vont prélever vont être aussi contraignants et subissent aussi des contraintes de ce manque d'eau, mais surtout que ce manque d'eau est couplé à de la canicule, et ça c'est assez exceptionnel. On a eu des jours très 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 chauds, avec des températures qu'on avait rarement connues, et puis des jours très très chauds qui se succèdent, sécheresse des sols très importante. Donc, qui dit sécheresse des sols dit forcément et légitimement des agriculteurs qui vont avoir besoin de plus arroser. Et qui dit plus arroser dit trouver de l'eau, donc plus prélever, et on retombe dans ce cercle vicieux qui fait que c'est compliqué. Tu parlais des sols, avec la sécheresse aussi, il y a une érosion des sols. Et lors de la conférence que j'ai pu écouter, il disait c'est soit avec les dérèglements climatiques, pas assez d'eau, ou trop d'eau d'un coup, etc. Et ce qui fait que justement, parce que l'érosion des sols est bien installée, eh bien, l'eau descend à une grande vitesse, sous forme de pluie, etc. Les sols n'ont pas la capacité d'absorber cette eau ruisselle. Aussi avec l'artificialisation, j'arriverai jamais à le dire. L'artificialisation, j'ai failli aussi. Ouais, des sols. Eh bien, cette eau coule justement vers les rivières ensuite vers la mer. Et donc, cet effet bénéfique des pluies n'a pas lieu. Alors, c'est vrai que pour qu'il y ait infiltration, pour que les sols puissent absorber de l'eau, il faudrait des pluies fines et régulières. Mais on est en climat méditerranéen. Et ce climat méditerranéen, c'est plutôt des orages violents. Mais des orages violents qui se passent sur des sols effectivement complètement secs, sur des sols aussi qui sont en pente. Avant, on avait une agriculture sur nos collines qui était une agriculture en restanque. C'était pas pour rien qu'on avait ces restanques. Ça permettait effectivement l'infiltration de l'eau, ces restanques, et ça permettait aussi qu'il n'y ait pas ce lessivage, ce ruissellement, cette érosion des sols, parce que ça cassait la pente, hein, on était sur du plat, de l'escalier, plutôt que sur de la pente. Et tous ces modes de culture, on les a perdus. On les a perdus pourquoi ? Parce que sont arrivés les tracteurs, sont arrivés tous ces
des outils qui ont permis à l'agriculteur de lui faciliter le travail, mais qui ont modifié aussi sa façon de cultiver, sa façon d'exploiter la terre. Avec tout ça est arrivé aussi de l'hydraulique sous pression, des systèmes d'irrigation qui lui ont permis, là aussi, de pouvoir cultiver, faire monter l'eau, alors qu'avant c'était tout en gravitaire. Donc ça a modifié nos paysages agricoles, ça a modifié nos pratiques agricoles, et c'est vrai qu'aujourd'hui ces orages méditerranéens sur ces nouvelles configurations de paysages agricoles n'ont pas le même impact. Alors là je regarde ton bureau, il y a 4 posters. Quand le climat se réchauffe, vivre avec les forces de la nature, accéder à l'eau potable et préserver l'eau. Tout à l'heure, tu parlais des modifications des usages. Dans le tourisme, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on est acteur, la saison approche. Évidemment, il risque peut-être d'avoir aussi des restrictions au niveau de l'utilisation des usages de l'eau, etc. Il y aura un impact peut-être sur des services, sur des perceptions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le tourisme ? D'abord, il faut poser le constat, l'économie touristique est la première économie de notre région. Nous, dans le Var, ouais. Dans le Var, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok. Voilà. On dit plus PACA. On dit plus PACA. Voilà. Notre président de région n'aime pas les acronymes, donc on va faire en sorte de lui faire plaisir là-dessus. Et c'est vrai que c'est plus joli Provence-Alpes-Côte d'Azur que PACA. C'est vrai, ça fait rêver. Voilà, ça chante plus la cigale. Exactement. Donc notre première économie, c'est le tourisme, qui n'est, hélas, jamais où il faut, quand il faut. N'oublions pas que notre tourisme, le tourisme est là aussi l'hiver, dans les Alpes. Donc on a la chance d'avoir cette belle région qui s'étend des Alpes à la Méditerranée, avec cette attractivité de nos massifs, de nos Alpes, sur des touristes qui viennent skier. Et qui dit ski, dit neige. Et qui viennent sur une période où, sur nos massifs alpins, nos cours d'eau, là où ils ont le moins d'eau, c'est l'hiver. Pourquoi ? Parce que quand il va neiger, le manteau neigeux va rester stocké sur le bassin versant et ne fondra qu'au printemps, donc n'alimentera en eau le cours d'eau que à cette période-là. Donc l'hiver, c'est là où nos cours d'eau sont à sec et c'est là où va être la majorité de notre pression touristique dans les Alpes, alors que les cours d'eau sont déjà les plus sensibles et les plus vulnérables. Puis avec des gens qui viennent pour skier, qui viennent pas à la montagne. Donc déjà, pour ce type de touristes, il faudrait reformater un peu le logiciel, changer nos paradigmes et se dire que l'hiver, on va à la montagne et on ne va plus au ski. Ça serait plus facile pour ces stations, mais qui ont pour autant fortement investi dans cet or blanc, dans ces remontées mécaniques, et qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique, avec de moins en moins de neige, et on le voit, on annonce d'ici 2050 moins 20% du manteau neigeux dans les Alpes du Sud. On le voit, de saison en saison, il neige de moins en moins à basse altitude, et pour autant des stations qui ont investi et qui doivent amortir des remontées mécaniques, qui doivent amortir des infrastructures, donc qui vont devoir eux aussi évoluer. Pour l'instant, l'évolution s'est faite par des équipements de canaux à neige, principalement, qui là aussi font en sorte que on va continuer à marcher sur la tête, à stocker de l'eau, à mobiliser de l'eau, pour en faire de la neige, qui va certes fondre aussi au printemps. Et c'est ce côté un peu paradoxal aussi, qui fait que on a besoin de neige pour alimenter nos cours d'eau, mais est-ce que pour autant cette neige artificielle qui fait vivre, etc., nos territoires vont être... c'est pas un avenir durable, soyons très clairs. Les réchauffements climatiques, des températures plus élevées, de la neige qui va moins bien tenir, une demande en énergie aussi qui est très très forte, pour pulvériser, alors qu'on nous demande de faire des économies, puis une énergie qui est produite la plupart du temps
par soit de l'hydroélectricité, qui dit moins d'eau, donc dit moins d'eau à turbiner, qui est produit par du nucléaire, qui va avoir des rejets aussi d'eau chaude dans nos rivières, mais qui dit rejet d'eau chaude dans des milieux déjà très chauds fait perte encore plus d'oxygène dans ces milieux-là, donc des bouleversements pour la biodiversité. Enfin, ça devient très très compliqué, quoi. Et là, on a parlé juste de l'hiver, mais j'aime bien ton idée d'arrêter d'aller au ski et d'aller à la montagne. Ça veut dire que on peut, au lieu d'aller utiliser un produit, une activité, peut-être que d'aller à la montagne, c'est l'opportunité justement de se reconnecter avec le vivant, de proposer une diversité d'activités qui justement ont un impact positif, je l'espère, sur la nature, mais aussi sur l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est quand même bien déconnecté du vivant. Quand on voit les problématiques de l'eau, on se souvient quand même qu'il y avait des gens qui étaient surpris de pouvoir tourner leur robinet et qu'il n'y avait rien qui sortait. C'était un choc, c'était surprenant, ça a fait la une des journaux, etc. Et donc peut-être que vraiment, justement, cette reconnexion vivante, c'est aussi reprendre conscience de la valeur des ressources naturelles qui existent et qui sont essentielles pour notre survie en tant qu'humain. Et donc on ne parle pas là, dans ce cas-là, juste de l'eau, mais on parle vraiment du vivant dans sa globalité, de la nature, de la biodiversité, etc. etc. On a parlé de l'hiver, maintenant l'été. Ouais, tu me fais une super passerelle parce que ce que tu viens de dire, ça s'applique également sur notre touriste d'été. Donc un touriste qui vient pour profiter d'un magnifique littoral que l'on a, c'est certain, mais qui vient, il ne faut pas qu'il l'oublie non plus, en juillet et août sur le bassin méditerranéen où il fait chaud. Et pour autant, on a des touristes qui viennent profiter de notre espace, mais qui ne veulent plus en subir forcément les contraintes et le climat. C'est-à-dire, on a des touristes qui viennent et qui mettent la clim à fond. Que ça soit dans leur chambre d'hôtel, qui veulent de la clim dans les restaurants, qui veulent de la clim dans les centres commerciaux, et des choses qu'on leur propose aussi, soyons très très clairs, on répond à la demande touristique. Donc on vient sur un territoire, mais on veut à un moment donné ne pas se détacher de ce climat, de tout ce qui est naturel, pour adapter encore une fois l'espace à notre confort. Et ça devient très compliqué. Donc là, je parle bien sûr de la clim, mais parlons de l'eau, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. De l'eau, aujourd'hui, est-il nécessaire d'avoir des douches de plage ? C'est une vraie question sur le littoral méditerranéen, sachant que toute cette eau de nos douches de plage, elles viennent de nos aménagements, de transfert d'eau qui stockent de l'eau sur notre arrière-pays, à savoir par les deux grandes clés de voûte de l'aménagement régional en eau, c'est-à-dire le barrage de Serponçon et le barrage de Sainte-Croix, respectivement sur la Durance et sur le Verdon, qui sont les deux grands réservoirs d'eau qui vont nous servir à transférer de l'eau l'été pour satisfaire les besoins du littoral, parce que c'est cette zone littorale qui est le plus déficitaire en eau. Donc aujourd'hui, avoir de l'eau sur le littoral, c'est de l'eau qui vient de ces territoires-là, et en avoir un usage responsable sur le littoral, c'est quelque part développer de la solidarité avec cet arrière-pays, parce que si on utilise trop d'eau, forcément ça va vider ces retenues, qui sont certes des retenues artificielles, mais des retenues qui ont fait aussi aujourd'hui, qui font l'attractivité de ces territoires-là, qui ont le droit eux aussi à leur activité économique et à leur développement économique à travers de l'eau dans ces retenues. Donc nos touristes qui viennent sur la Côte d'Azur, il faudrait qu'ils réapprennent aussi à venir et à vivre en climat méditerranéen, et avoir une culture méditerranéenne de leur usage, de leur espace, où on va respecter la moindre goutte d'eau, ou bien quand on va se baigner dans la Méditerranée, on accepte de garder du sel sur sa peau, parce que ça pique, parce que c'est ça aussi la mer, parce que à un moment donné, on va éviter de promouvoir des activités qui sont compliquées chez nous, à savoir des activités récréatives telles
tels que les parcs aquatiques, tels que les golfs sur lesquels on a équipé notre littoral, mais qui demandent aussi énormément d'eau, mais qui d'une façon très paradoxale font aussi l'attractivité de ces territoires. Donc c'est très très compliqué. On a cru que par ces aménagements de transfert d'eau sur le littoral, on allait pouvoir avoir un développement économique et faire toutes sortes d'activités. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, on s'est aperçu que cet équilibre, il est peut-être pas pérenne et qu'il faut peut-être retrouver du bon sens et retrouver une culture méditerranéenne de l'eau et des touristes qui reviennent en Méditerranée, dans le paysage plutôt des cigales, de la lavande, du thym et du romarin, plutôt que de la pelouse et de la piscine. Très intéressant ce que tu dis, parce que quand je réfléchis, le tourisme pour moi, à travers ses activités, ses métiers, les relations qu'il entretient avec un territoire, a des vertus pédagogiques car il a accès à différents types de personnes. Les voyageurs, les citoyens, mais aussi les entreprises, les institutionnels, etc. Et puis aussi à travers ces différents métiers qu'il propose. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de métiers qui est incroyable et qui est fantastique. Moi, je me souviens, quand je dirigeais des hôtels, on pouvait faire tellement de choses. C'est-à-dire que ça pouvait aller du jardinier au serveur, au cuisinier, tout en passant aussi par le gars de la technique, etc. Et donc, on pouvait faire un tas de choses. À travers ces vertus pédagogiques, quel rôle, justement, le tourisme pourrait jouer pour sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, mais à commencer par soi-même, évidemment, parce que tout changement commence par soi. Et comment on pourrait faire ça ? Alors, c'est vrai que les acteurs touristiques, surtout dans notre région, ont un rôle très très important à jouer, parce qu'ils sont justement à l'interface avec les touristes qui viennent. Ces touristes qu'on a habitués à avoir des paysages chez nous avec des piscines, des parcs aquatiques, des golfs, donc qui ne se posent pas forcément la question de la ressource en eau, qu'on a habitué à avoir des paysages verts plutôt que des paysages de Provence, et donc il ne sait pas. Donc à un moment donné, il faut croire qu'en leur donnant accès à l'information, à la connaissance, qu'on a un territoire vulnérable, qu'on a un territoire sur lequel justement on n'a pas beaucoup d'eau, et que l'eau que l'on a, c'est de l'eau qui vient d'ailleurs, et qu'on a une responsabilité, une solidarité avec ces territoires d'ailleurs aussi. Je pense que c'est un premier rôle, donc les conscientiser parce que on espère que comme ça ils sauront et ils agiront de façon eux aussi plus responsable. Ensuite, il y a les hébergeurs touristiques qui peuvent, beaucoup le font aussi, mettre en place de tout ce qui est petit matériel hydroéconome. Donc déjà pour limiter les consommations d'eau, ça se fait déjà beaucoup, des chasses d'eau sélectives, des réducteurs de débit dans les robinets. Oui, mais là, il y a un conflit avec la réglementation. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait utiliser les eaux usées de se laver les mains pour qu'elles aillent dans la chasse d'eau, qu'ils soient utilisées ensuite. Et là, est-ce qu'il y a des problématiques de réglementation ? Est-ce que ça aussi, il y a des progrès à faire là-dessus ? Alors, c'est ce qu'on appelle c'est les réutilisations des eaux usées, on en reparle beaucoup. Alors, pour l'instant, il y a conflit. Pour l'instant, on n'était pas dans la pénurie, donc on n'y réfléchissait pas. Et cette eau qui est arrivée, on l'utilisait, elle repartait dans des stations d'épuration, et elle allait réalimenter, elle allait se rejeter à nouveau, soit en mer, soit dans des rivières. Aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser cette eau ? Alors oui, aujourd'hui, il y a des contraintes à la fois de double tuyau, de double équipement. C'est pas si évident que ça, c'est pas si facile que ça. C'est coûteux aussi. Ça va avoir des coûts. Il y a des problèmes aussi sanitaires, comme tu le disais, avec des eaux qui sont susceptibles de contenir certaines bactéries qui peuvent être dangereuses, Escherichia coli, etc. On les connaît bien. Et donc il va falloir éliminer ce que ne faisaient pas jusqu'à présent les stations d'épuration. Donc c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, mais ça veut dire que ça va
augmenter le coût des traitements, donc ça va forcément faire en sorte qu'on ait tous un prix du mètre cube qui soit plus élevé si on veut une exigence et une meilleure épuration de nos eaux pour pouvoir les réutiliser. Ouais, donc c'est pas évident, une des actions, tu as parlé d'éviter tout ce qui est gazon, etc., joli jardin, paysager, entre guillemets. J'ai visité dernièrement justement un golf dans la région et qui a décidé justement de laisser ses jardins plutôt à l'état sauvage, que ça soit joli, etc. Et en plus, c'est un établissement 5 étoiles. Donc je veux dire, j'ai trouvé que c'était génial qu'un établissement puisse prendre cette décision et de dire, ben voilà, nous, nos jardins, on va les laisser faire, vivre et respecter ça. Et ça m'emmène à une question, est-ce que justement il y a pas mal d'établissements où il y a très peu d'arbres, tu parlais de parcs aquatiques où en général c'est en plein soleil, il y a toutes ces eaux, etc. Est-ce que la végétalisation est un des moyens qu'on peut explorer justement, revégétaliser ces lieux pour avoir plus d'ombre? Parce qu'on m'a parlé dernièrement de comment ça s'appelle, l'évapotranspiration. L'évapotranspiration. Voilà, tu vois. Oui. Et que justement, c'était aussi un des contributeurs. Les arbres pouvaient transpirer et donc apporter aussi un peu de fraîcheur et d'eau à l'écosystème. Bien sûr, par rapport à ces changements climatiques, aujourd'hui, tout le monde est dans des stratégies d'adaptation des territoires. Et le gros enjeu, c'est ces villes. C'est ces villes qui sont des blocs de béton sur lesquels, pendant très très longtemps, l'urbanisation, ça a été de bétonner, de goudronner, de cimenter. Et on s'aperçoit qu'on a fait des îlots de chaleur tels qu'il est impossible de vivre dans ces espaces-là, avec ce béton, ce ciment qui chauffe et qui font monter les températures en pleine journée, mais surtout qui gardent ces températures et qui font qu'on n'a pas des nuits où ça se rafraîchit, ça reste, voilà. Donc le maître mot, c'est ce que tu disais, végétalisation, mais surtout désimperméabilisation. Donc désimperméabiliser et végétaliser, ce qui va de pair, c'est aujourd'hui indispensable dans des projets de rénovation de nos espaces urbains, dans les projets d'aménagement du territoire. Donc ça commence à se faire dans des villes où on a commencé à grands coups de marteau-piqueur à faire sauter tout ce goudron dans les cours d'école notamment. Pourquoi ? Pour à nouveau faire en sorte que quand il pleuve, cette eau puisse être absorbée, voilà, puisse s'infiltrer, être absorbée par nos sols et rejoindre des nappes d'eau souterraines pour refaire du stock d'eau dans nos nappes, mais également pour éviter donc que toute cette eau ruisselle directement et accentue des phénomènes tels que les inondations par ruissellement urbain. C'est ce qu'on a vu se produire ces dernières années chez nous en ville. Ces orages méditerranéens aujourd'hui provoquent des inondations, pas forcément sur des territoires où il y a de l'eau, pas forcément sur des territoires où il y a des rivières, pardon. C'est pas forcément aujourd'hui une inondation, n'est pas forcément une rivière qui déborde, mais c'est des surfaces tellement imperméabilisées que l'eau va ruisseler, va faire déborder nos réseaux d'eau pluviaux, nos réseaux d'égouts et vont inonder nos rues parce que nos systèmes d'évacuation sont sous-dimensionnés. Donc aujourd'hui, permettre l'infiltration, désimperméabiliser, c'est à la fois repermettre la recharge des nappes, c'est permettre qu'il y ait des ruissellements en cas d'inondation moins importants. Et bien sûr, sur ces espaces, sur ces terres, il va falloir replanter, refaire des îlots de fraîcheur, revégétaliser, que ça soit nos sols, ça se fait beaucoup aussi nos toits, nos façades, pour que effectivement cette végétation fasse des zones fraîches, des zones où il fait bon vivre. On le voit en Méditerranéen. Les Méditerranéens, c'était quoi ? C'était une place de village avec des arbres. On était sous le platane, les gens venaient parler sous le platane. Il fallait être calu ou fada pour aller s'asseoir sur un banc. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de banc en plein soleil. Alors que chez nous, en ce moment, quand on voit des places, il n'y a que des bancs en plein soleil. Mais c'est pas ça. Voilà. C'est encore une fois, je dirais, retrouver du bon sens, retrouver notre culture méditerranéenne, remettre des bancs sous des arbres, remettre des arbres sous nos places et faire en sorte que l'eau, s'infiltre et qu'on retrouve de la fraîcheur en ville.
Plus ou moins, c'est de retrouver nos racines. C'est Se reconnecter à nos racines. Tout à fait. Hein? Ma dernière question, c'est qu'aujourd'hui, on parle de crise climatique, mais ce n'est pas une crise. C'est une évolution du climat. Alors, on parle aussi de dérèglement, etc. Mais ça ne va pas revenir comme avant. Ça, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir s'adapter justement à ce changement qui est là, qui est réel, et qu'on va soit subir, ou soit vivre en tout cas, et peut-être le vivre dans les meilleures conditions possibles? On l'espère parce que oui, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire aujourd'hui, voilà, ça fait quand même plus de 40 ans, et on le disait, que les scientifiques avertissent, que les scientifiques disent que, et ça y est, on y est, mais on n'est qu'au début. Et tant qu'on est au début, on peut encore peut-être faire en sorte de lever le pied de l'accélérateur de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, de faire en sorte qu'on essaie de moins polluer, de moins émettre des gaz avec des productions énergétiques qui sont de notre temps. Mais il faut surtout repenser aujourd'hui nos modèles. Repenser nos modèles avec, oui, il va faire plus chaud. Oui, on aura moins de ressources en eau l'été quand on en a le plus besoin. Et donc, comment on réapprend à vivre sur nos territoires avant ces arrivées d'eau que l'on avait, qui nous ont donné cette illusion de profusion, ces transferts d'eau, où on tournait le robinet, on ne se posait même plus la question. Aujourd'hui, la question, il faut se la reposer. Et il faut se la reposer tous ensemble. Aussi bien à l'échelle individuelle, comment, moi, citoyen, je peux faire en sorte de limiter mes consommations d'eau? Comment je peux faire en sorte de favoriser la désimperméabilisation et l'infiltration des eaux? Comment je vais faire pour, oui, j'ai peut-être envie d'une piscine, certes. Allez, je vais la faire, mais je vais la faire beaucoup moins grande. J'ai pas besoin non plus d'avoir une piscine olympique, un petit bassin pour me rafraîchir. Et puis je vais peut-être pas carreler ma terrasse pour aller jusqu'à ma piscine. Je vais peut-être au contraire mettre de la surface enherbée, pas gazonnée. Retrouver des essences, qui font que, je vais déjà à l'échelle de mon habitat, je vais m'adapter. Je vais faire en sorte d'avoir aussi des récupérateurs d'eau pluviale qui vont me permettre, je vais avoir des essences méditerranéennes, des fleurs on a des superbes essences méditerranéennes. Il faut les retrouver, c'est trop beau d'avoir ces essences-là dans nos jardins. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Puis à l'échelle collective, c'est comment, on participe aussi à des débats publics, à des concertations, comment des groupes d'acteurs qui sont ceux qui agissent, nos urbanistes, nos agriculteurs, nos acteurs touristiques, discutent tous entre eux à différentes échelles sur des territoires pour essayer de mieux faire ensemble et se repartager de l'eau, se repartager une gestion équitable, une gestion solidaire, faire en sorte qu'on puisse tous ensemble aujourd'hui trouver des solutions d'adaptation sur nos territoires. Et pour ça, c'est participer ensemble à des débats, retrouver ces espaces avant que l'on avait d'agora, parce qu'on est toujours plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs. Et se retrouver ces espaces créatifs d'intelligence collective, je sais que tu en animes pas mal, donc il faut continuer, il faut croire. Je sais que toi aussi tu as développé des outils oui, intéressants. Mais c'est parce qu'on y croit, il faut faire des choses ensemble, et puis il faut convaincre les non convaincus encore. Il y a encore des gens qui sont sceptiques, il y a encore des gens qui croient il y a encore des gens qui fonctionnent sur des anciens logiciels. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut tous reparamétrer nos logiciels. On ne peut plus aujourd'hui être dans le déni. On ne peut plus être climato-sceptique, donc il faut être dans l'acceptation qu'on va vivre différemment, dans l'acceptation que les ressources ne vont plus être ce qu'elles étaient, mais c'est à nous maintenant de retrouver des nouveaux équilibres de vie, avec à la fois nos milieux, notre biodiversité, et des nouveaux équilibres de vie sociaux et économiques entre tous les usages et tous les acteurs sur les territoires. Alors dans ton bureau, il y a cette carte-là, avec l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient. Et durant cette interview,
Autant tu me regardais, tu la regardais beaucoup. Oui, Alors qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? Ah, cette carte, c'est le bassin méditerranéen. C'est déjà mon identité. Je suis une vraie méditerranéenne. Moi, voilà, je suis issue de ce bassin-là, cette mer Méditerranée, qui est un peu le berceau de l'humanité, hein, qui hélas aujourd'hui est hélas un cimetière. Mais ça, c'est un autre sujet avec voilà, ces réfugiés qui viennent pour différentes raisons. Mais directement lié à l'eau, on sait qu'aujourd'hui il va y avoir aussi d'énormes migrations qui vont être des migrations climatiques, parce que de plus en plus de zones vont être désertifiées. On a la chance, nous, d'être encore du bon côté de la Méditerranée. Hein. La Méditerranée va être, et on le sait depuis longtemps, un hotspot du changement climatique. Donc c'est là que il va y avoir énormément de pression sur nos ressources, notre façon d'habiter les territoires. On est du bon côté de la Méditerranée, hein. On a des équipements qui vont nous permettre mais pour autant, qui vont nous permettre de tenir encore un peu, mais qui ne doivent pas nous empêcher non plus de repenser nos territoires et nos équilibres. Par contre, voilà, sur d'autres territoires de l'autre côté de la Méditerranée, ça va être beaucoup plus compliqué. La désertification fait que forcément, ça ne va plus être possible d'habiter ces territoires-là. Et ils vont légitimement avoir envie de chercher un avenir meilleur ailleurs. Et c'est à nous, aujourd'hui, je pense qu'il est temps, non pas de faire des murs comme certains voudraient les faire, mais plutôt de faire des ponts. Ouais. De faire des ponts, parce que c'est maintenant aussi qu'il faut faire de la solidarité internationale trans-méditerranée avec ces pays-là pour réfléchir avec eux, voir comment on pourrait transférer des méthodes, des technologies, pouvoir regarder quelles sont aujourd'hui, grâce à notre technicité, leur permettre à eux-mêmes de trouver leur gouvernance de l'eau et les aider technologiquement grâce à nos financements également, à mettre en place des infrastructures qui soient des infrastructures durables et qui puissent leur permettre de rester et de vivre sur leur territoire. Quelle est l'actualité de la Maison régionale de l'eau? C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de beau cette année? Est-ce que vous avez des grandes actions, des grands points forts? Alors, cette année, c'est l'année sécheresse. Donc vous faites rien. Au contraire, on n'est plus là, on est mobilisé. On est mobilisé de partout. Et 2022, c'est vraiment l'année de la conscientisation. De la conscientisation. On est en 2023 quand même. Alors, de la conscientisation à tous les niveaux et donc de l'action en 2023. 2023, l'année a mal démarré. Hein. On a eu quand même des arrêtés sécheresse dès le mois de février, ouais, ne l'oublions pas. Ouais. On est au mois d'avril, on a déjà tous les territoires qui sont au moins en vigilance, voire certains qui sont déjà en alerte, et d'autres qui sont en rouge, déjà en crise. C'est du jamais vu si tôt. Donc forcément, on est appelé sur les territoires à faire pas mal d'animations, de conférences débats, expliquer où on en est aujourd'hui par rapport à cette ressource en eau, concrètement ces arrêtés sécheresse que personne ne comprend sur les territoires. Donc on est là pour les expliquer, faire un peu plus de pédagogie. On est appelé aussi par des collectivités territoriales pour essayer de voir comment ensemble on pourrait faire pour trouver des solutions. Que ça soit sur l'adaptation, sur les ressources, sur comment pérenniser les alimentations en eau au robinet tout en préservant un écoulement dans les écosystèmes. Qu'est-ce qui vaut mieux, pomper sur des nappes alluviales ou déjà très tôt faire appel à des transferts d'eau que l'on connaît sur nos territoires. On fait pas mal d'études aussi où on continue à essayer de voir comment nos populations s'en sortent avec des fois le pas assez d'eau, ce qui reste on est très inquiet pour des populations d'écrevisses qui étaient déjà des populations un peu vulnérables qu'on retrouvait dans des milieux un peu préservés qui ont été
aussi les premiers à être en ASEC, donc savoir un peu où elles sont. On sait que cet été, on va peut-être être amené à faire beaucoup de pêche de sauvetage, c'est-à-dire sur des tronçons, voilà aussi, où il n'y a plus suffisamment de débit, essayer d'aller sauver des poissons pour les transférer dans des écosystèmes où ça coule encore pas mal. Et puis on est là pour faire de la concertation, pour aider aussi nos décideurs à prendre les bonnes décisions en leur faisant comprendre où en sont les limites de nos territoires, où en sont nos ressources, où sont nos enjeux. L'idée, c'est que tout le monde soit suffisamment éclairé pour pouvoir agir en connaissance de cause. Donc voilà, il y a eu les états généraux de l'eau dans le Vaucluse qui viennent de s'achever, commencent les assises de l'eau dans le département du Var, les concertations sur le bassin de la Durance n'ont pas arrêté entre les différents usagers pour savoir comment le modèle de Serre-Ponçon va tenir, et donc tout ce qui en découle, à savoir tous les grands canaux d'irrigation, mais aussi les canaux, le canal qui alimente en eau Marseille. Pareil, des concertations sur le bassin du Verdon pour savoir comment le modèle va tenir cet été. Et ça va être plus préoccupant sur Sainte-Croix, qui est quand même la clé de voûte de tout le stockage d'eau qui va permettre au canal de Provence de pouvoir transférer de l'eau pour l'alimentation en eau potable, mais surtout en eau agricole, aussi des départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Voilà, tout ça s'est mis en place, c'est du boulot, on participe. Heureusement, ces gouvernances de l'eau marche sur le territoire, on y participe, et on fait en sorte, voilà tous d'essayer de faire des efforts et de repenser justement notre partage de l'eau et des usages plus raisonnés. Le maître mot, c'est la sobriété pour tous. Sobriété et partage pour laisser de l'eau à nos écosystèmes aquatiques. Merci beaucoup Karine pour ton accueil. Merci beaucoup aussi. Je trouve que c'était vraiment très intéressant de regarder cette carte et d'avoir cette vision un peu de notre région, de notre Méditerranée, de notre bassin méditerranéen et ce qui l'entoure, d'un aspect culturel, d'un aspect environnemental. C'est super. Et puis merci aussi pour tous ces partages qu'on a pu avoir, cette matinée qu'on a passée ensemble, et je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi François, au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.